Nous sommes le 16 août 1951 à Pont-Saint-Esprit, un petit village paisible du Gard. Il fait déjà chaud ce matin-là, les rues de pierre sont presque vides, les boulangeries ont ouvert très tôt. Dans plusieurs maisons, on pose le pain sur la table, on le coupe, on le mange. Certains trouvent qu'il a un goût un peu étrange aujourd'hui. Dans l'après-midi, les premiers appels arrivent chez le médecin. Des crampes, des sueurs froides, des vomissements. 8 jours plus tard au soir, le village sombre totalement dans le chaos. Un homme saute par la fenêtre en criant qu'il peut voler, un garçon tente d'étrangler sa mère pendant qu'elle dort. Des dizaines d'enfants hurlent que des animaux les attaquent. 250 personnes seront touchées. 60 personnes finiront en soins intensifs ou en psychiatrie. Officiellement, c'est le pain. Le meunier avoue, il est arrêté, mais 2 mois plus tard, il est libéré. Les analyses ne trouvent rien. Et l'enquête est stoppée, sous la pression, avec 7 morts sur la table. Pour comprendre ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre ce qu'est Pont-Saint-Esprit. Ce n'est pas un village oublié au fond d'une vallée, c'est une cité médiévale sur le Rhône avec un pont du XIVe siècle qui enjambe le fleuve depuis 700 ans. Des maisons en pierre d'ocre, de vieux platanes sur la place du village, un marché qui tourne depuis des siècles et qui donne au mois d'août une odeur de pastèque et de bitume chaud. En 1951, on est à 6 ans de la fin de la guerre. La France est épuisée, mais elle se reconstruit. Les pénuries reculent lentement, les gens recommencent à faire des projets, à manger à leur faim, à dormir normalement, à penser à autre chose qu'à survivre. Le pain à cette époque n'est pas un détail de la vie quotidienne, c'est son centre. Une famille ouvrière mange du pain à chaque repas. Le matin avec du beurre si elle en a les moyens, à midi avec la soupe, le soir avec ce qui reste. Le boulanger n'est pas un commerçant parmi d'autres, c'est une figure de confiance, un nom qu'on connaît depuis l'enfance, une relation qui se transmet de génération à l'autre. À Pont-Saint-Esprit, un de ses boulangers s'appelle Roquebriand. Sa boulangerie est dans la Grand Rue. C'est le meilleur pain de la ville, tout le monde s'accorde là-dessus. Il y a de l'attente le matin, parfois jusqu'à sur le pas de la porte. Les miches sont bien cuites, la croûte craque proprement, la mie est serrée, comme elle doit l'être dans le sud. Le 16 août 1951, c'est un jeudi. La fournée du matin sort du four comme toutes les autres fournées. En apparence, tout est comme d'habitude. Dans ce village ordinaire de 1951, je veux te présenter un homme avant d'entrer dans les faits. Parce que sans lui, cette histoire ressemblerait à une liste de symptômes et d'hypothèses. Avec lui, elle ressemble à ce qu'elle est vraiment. Une enquête menée par quelqu'un qui a vu l'impossible de ses propres yeux. Qui a fait son travail jusqu'au bout et qui n'a pas obtenu les réponses qu'il voulait. Albert Gabé. Le docteur Albert Gabé. Le jeudi 16 août, quand les premières personnes poussent la porte de son cabinet, avec des nausées et des crampes, il écoute, il note, il prescrit. Une intoxication alimentaire, peut-être la canicule, peut-être quelque chose de mal conservé dans la chaleur du mois d'août. Il ne sait pas encore que dans les jours qui suivent, il va écrire dans ses carnets des choses pour lesquelles il n'aura pas de mots. Que ce qu'il va observer va le dépasser. Pas parce qu'il n'est pas compétent, mais parce que ça dépasse la médecine. Il ne sait pas encore non plus que son article publié en septembre 1951 dans le British Medical Journal, rédigé avec ses 2 confrères, les docteurs Vieux et Chavac, va devenir la source principale de notre connaissance de cette affaire. Et que malgré ça, son appel à des investigations supplémentaires formulées dans les conclusions de cet article n'a jamais vraiment été entendu. Mais avant les conclusions, il y a la nuit du 24 août. Et avant cette nuit-là, il faut que je te raconte ce qui est arrivé dans l'ordre. Parce que ce qui s'est passé, heure par heure, jour après jour, est la seule façon de comprendre pourquoi aucune des explications qu'on a proposées depuis tient complètement. Le matin du 16 août, il fait déjà très chaud à 7h du matin. L'été dans le Gard n'est pas une métaphore, c'est de la chaleur qui colle au mur la nuit et qui repart encore plus fort dès l'aube. Les gens qui passent chez Briand ce matin-là ne remarquent rien de particulier. La boulangerie sent la même chose que d'habitude. La croûte chaude, la farine, le bois du pétrin. Ils paient, ils repartent et ils rentrent petit déjeuner. Vers 11h du matin, quelques personnes commencent à se sentir mal. Rien d'alarmant à ce stade. L'après-midi, le flot grossit. Gabé, Vieux et Chavac, les 3 médecins du village, reçoivent séparément, sans encore comparer leurs consultations. Chacun voit des cas qui se ressemblent. Des adultes, des enfants, des personnes âgées, des gens qui n'ont aucune relation entre eux, qui habitent dans des rues différentes, qui n'ont pas à manger ensemble. Le premier signe que quelque chose d'inhabituel se passe, c'est quand les symptômes commencent à aller au-delà de la gastro-entérite ordinaire. Les fourmillements d'abord, aux mains, aux pieds, aux lèvres, comme si des milliers d'aiguilles parcouraient la peau de l'intérieur. Certains patients décrivent une sensation de brûlure. Pas une douleur localisée, une brûlure qui monte par vagues. Puis des maux de tête, pas des céphalées ordinaires, des douleurs qui empêchent d'ouvrir les yeux, qui rendent la lumière insupportable, qui donnent l'impression que la boîte crânienne est trop petite pour ce qu'elle contient. Et puis, c'est là que Gabé commence à vraiment noter les hallucinations. Les hallucinations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ce n'est pas un simple trouble de la perception où les contours se brouillent, où les couleurs changent. Ce sont des visions cohérentes, narratives, peuplées de créatures et de menaces que les patients voient et entendent aussi clairement que s'ils étaient éveillés.
une femme voit des serpents sortir du plat des murs et ramper vers elle. Elle ne crie pas, elle explique calmement à son mari où il se trouve et elle lui demande pourquoi lui il ne les voit pas. Un homme est convaincu depuis plusieurs heures que sa chambre est en train de prendre feu. Il montre les flammes, il décrit la chaleur, mais il n'y a pas de flammes. Des enfants rient sans s'arrêter pour quelque chose que personne ne voit. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui est drôle parce que leur perception de la réalité est entièrement ailleurs. En fin de journée, les 3 médecins se réunissent. Ce qu'ils partagent les laisse silencieux un moment. Ils ne savent pas encore ce que c'est, mais ils savent que ce n'est pas une gastroentérite de saison. Les jours suivants, les nouveaux cas s'accumulent. Des familles entières arrivent au cabinet. Des voisins qui n'ont rien en commun, sauf leur rue, leur boulanger, leur pain du matin. Gabé commence à interroger méthodiquement. Qu'est-ce que vous avez mangé ou bu ces dernières 48 heures ? De l'eau du robinet, de la fontaine, du vin, du lait ? Avez-vous des animaux domestiques qui présentent des symptômes ? Ce dernier point va se révéler significatif. Plusieurs familles signalent que leur chat ou leur chien se comportent de façon étrange. Agités, désorientés, dans certains cas violents. Le 19 août, Gabé et Vieux ont leur réponse. Partielle mais claire. Tous les malades ont acheté leur pain chez Roquebriand. Dans chaque cas interrogé, le pain de la boulangerie de la Grande Rue est présent. Et dans les cas où la famille est partiellement touchée, certains malades et d'autres non, la distinction correspond exactement à qui a mangé ce pain et qui ne l'a pas mangé. Une famille d'un village voisin illustre ça de façon frappante. 9 membres, 4 tombent gravement malades. Ces 4-là avaient acheté du pain chez Briand lors d'un passage à Pont-Saint-Esprit. Les autres, qui s'approvisionnaient dans leur propre village, n'ont rien eu. Le maire Albert Hébrard prend la décision de fermer toutes les boulangeries de la ville. La population qui veut encore du pain se rabat sur les biscottes. En quelques heures, les épiceries du village sont dévalisées. On n'en trouve plus un seul paquet à Pont-Saint-Esprit. Sur le moment, c'est présenté comme une mesure de précaution, provisoire. En réalité, c'est le seul geste concret que les autorités feront dans cette affaire pendant longtemps. 8 jours après les premiers symptômes, la crise aurait dû se stabiliser. Le pain est retiré, les nouvelles contaminations ont cessé. Mais l'état des gens touchés continue d'empirer. Ce que les habitants de Pont-Saint-Esprit appellent encore aujourd'hui la nuit de l'apocalypse, c'est la nuit du 24 au 25 août. Cette nuit-là, les cas aigus explosent simultanément. Un homme de 60 ans dans un délire complet est absolument convaincu qu'il est un avion. Ce n'est pas une image, pas une confusion mentale vague, c'est une certitude pour lui. Il se lève, il monte au 2e étage de sa maison et il s'élance par la fenêtre. Il s'en sort avec les 2 jambes brisées. Il ne comprendra que des jours plus tard ce qui lui est arrivé. Un garçon de 11 ans se réveille au milieu de la nuit, il ne crie pas, il ne fait pas de bruit, il s'approche du lit de sa mère endormie et commence à l'étrangler. Il n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Quand on le maîtrise, il regarde ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Un homme plonge dans le Rhône pour échapper à des serpents qu'il est le seul à voir. Il sait nager, il revient à la rive lui-même, épuisé, les vêtements trempés, sans comprendre ce qui l'a poussé dans l'eau. Des années après, des témoins directs ont raconté cette nuit-là. Un habitant décrit ses symptômes. Il a passé 21 jours sans dormir. Ces nuits, il les a passées à compter et à répéter le mot saxophile en boucle. Un mot qui ne signifie rien, qui n'avait aucun rapport avec quoi que ce soit dans sa vie, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher de murmurer. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident que quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Eh bien, mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne arrive absolument à rien, sans arrêt, à compter les perles d'un rideau qui se trouvait dans la pièce, ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Sa fille, qui avait 5 ans et demi en 1951, voyait du sang tomber du plafond, des animaux qui venaient essayer de la dévorer. Elle avait l'impression que des cheveux poussaient de sa bouche. Eh bien, elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux, qu'elle n'y arrivait pas. Il y avait assez de conscience en elle pour avoir peur, mais pas assez pour comprendre que ce n'était pas réel. Les animaux domestiques aussi. Un chat fait des bonds encore et encore avant de mourir. Un chien meurt après ce que les témoins décrivent comme une danse macabre frénétique. Une agitation convulsive qui dure plusieurs minutes. Le médecin légiste, qui autopsie l'une des premières victimes humaines, trouve dans les viscères des traces d'un alcaloïde qui ressemble à celui de l'ergot.
C'est le premier élément positif dans une série d'analyses qui vont ensuite se contredire les unes les autres. Cette nuit-là, les autorités font interner en urgence 23 personnes supplémentaires à l'hôpital de Pont-Saint-Esprit. Les hôpitaux d'Orange, d'Avignon, de Montpellier reçoivent des transferts. Gabet travaille sans s'arrêter depuis 9 jours. Il a dormi que quelques heures ici et là, dans son cabinet, sur un divan. Il tient des notes sur tout ce qu'il voit. Et dans ses notes de cette nuit du 24 août, il y a un mot qu'il va rayer le lendemain matin. L'encre n'est pas assez épaisse pour le cacher complètement. Le mot qu'il raye, c'est inexplicable. Quand la crise se stabilise, à la fin du mois d'août, les chiffres sont les suivants. Plus de 250 personnes atteintes. Certaines sources avancent 300. 60 hospitalisés ou internés en hôpital psychiatrique. 7 morts. Pour un village de 4500 habitants, ça représente plus d'une personne sur 20 touchée. Ces chiffres mis bout à bout correspondent à une catastrophe sanitaire majeure sur le sol français. En temps de paix, en 1951, 6 ans après la fin de la guerre, qui avait déjà tout abîmé. En septembre 1951, Gabet publie dans le British Medical Journal l'article qui va fixer le diagnostic officiel de l'affaire. Il est clair, documenté, rigoureux. Le problème, c'est que ce diagnostic va tenir 2 mois. Et quand il s'effondre, ce qui reste à la place donne le vertige. L'ergot de seigle, Calviceps purpurea, un champignon parasite des céréales. Au Moyen-Âge, il s'appelait le mal des ardents ou le feu Saint-Antoine. Des villages entiers avaient sombré dans la folie collective après avoir consommé du pain à base de seigle contaminé. Les chroniques médiévales décrivent exactement ça. Hallucinations massives, convulsions, membres qui brûlaient de l'intérieur, violences inexplicables, comportements qui ressemblaient à de la possession. En 1951, la thèse a une cohérence scientifique solide. L'ergot produit des alcaloïdes dont est dérivé le LSD. Les 2 molécules partagent une structure chimique qui explique les effets similaires sur le cerveau. Les symptômes de Pont-Saint-Esprit ressemblent à ceux de l'ergotisme. Et le pain est le vecteur historiquement établi. Le médecin légiste a trouvé des traces d'alcaloïdes dans les viscères de l'une des victimes. L'analyse va dans ce sens. Gabet et ses collègues publient leur diagnostic, la thèse ergot est adoptée. Les journaux relaient, le village a enfin son explication. L'enquête pénale, elle, cherche le coupable. Elle remonte la chaîne d'approvisionnement. De la boulangerie de Briand à la farine, de la farine au meunier, la piste mène jusqu'à Maurice Mallet, meunier à Saint-Martin-la-Rivière, une commune de la Vienne à 600 km de Pont-Saint-Esprit. Maillet est convoqué, interrogé plusieurs heures. Il nie d'abord, puis il cède. Il avoue avoir mélangé dans sa farine du seigle de mauvaise qualité, du seigle qu'il n'avait pas osé vendre dans sa propre commune, dit-il, et qu'il avait expédié à Pont-Saint-Esprit à la place. Il admet avoir mal agi. Il est arrêté fin août, les habitants de Pont-Saint-Esprit applaudissent à l'arrestation, le coupable est trouvé, l'affaire est bouclée, la logique tient. Puis, les résultats des analyses arrivent. Un laboratoire militaire à Marseille analyse les prélèvements de pain et de farine. Aucune trace d'ergot, ni dans le pain, ni dans la farine, ni dans aucun des échantillons prélevés et testés. L'école française de meunerie fait une contre-expertise, même résultat. Le service de la répression des fraudes examine les lots, idem. 3 analyses indépendantes, toutes négatives. Maillet est relâché en octobre 1951 après 2 mois de prison pour un aveu qui ne correspond à rien de vérifiable dans la réalité chimique des échantillons. Roquebriand, le boulanger, est lui aussi blanchi. Il n'avait pas l'air de savoir ce qu'il cuisait. L'enquête repart de zéro. Ce qui se passe ensuite, c'est la partie que l'histoire officielle de cette affaire préfère ne pas raconter trop clairement. Parce qu'une nouvelle piste émerge, une piste sérieuse avec des perquisitions, des noms, des preuves d'illégalité à l'échelle nationale dans la filière meunière. Et elle est arrêtée. La gêne, c'est un composé chimique, le trichlorure d'azote, utilisé pour blanchir la farine industriellement. Ce procédé avait été interdit en France dès 1949. Mais des machines allemandes permettant de le pratiquer continuaient d'être utilisées illégalement par certains meuniers. Une enquête est ouverte, des perquisitions sont conduites chez 74 meuniers français. Des machines illégales sont trouvées, la piste est réelle, et puis, début 1952, l'enquête s'arrête. Pas parce que la gêne est innocentée. Les analyses toxicologiques sur les victimes de Pont-Saint-Esprit n'ont pas conclu définitivement dans un sens ou dans l'autre. Pas non plus parce que la piste menait à une impasse. Elle s'arrête sous la pression de l'Association nationale de la meunerie française. Ça, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une théorie, c'est dans les archives judiciaires de l'affaire. Une enquête sur une catastrophe sanitaire ayant causé 7 morts sur le sol français, stoppée pour ne pas mettre une profession entière en difficulté. Je veux que tu gardes ça en tête pour la suite. En 1954, 3 ans après les faits, les enquêteurs se penchent sur une autre hypothèse, le panogène, un fongicide utilisé pour la conservation des grains. Des traces fluorescentes caractéristiques sont retrouvées sur certains sacs de farine retournés au distributeur. La piste est cohérente. Elle n'aboutit pas non plus.
En 1982, le professeur Moreau soulève la question des mycotoxines, des moisissures qui se développent dans les silos à grains, dans des conditions d'humidité spécifiques et qui produisent des substances toxiques aux effets neurologiques documentés. L'hypothèse est scientifiquement sérieuse. Elle reste une hypothèse. Chaque piste apporte quelque chose. Aucune ne clôt le dossier. Mais en 2009, une hypothèse différente de toutes les précédentes surgit. Elle ne parle pas de champignons, ni de fongicides, ni d'erreurs humaines. Elle parle d'un test délibéré, d'une agence de renseignement et d'un programme que le gouvernement américain a reconnu avoir mené, mais dont les archives les plus sensibles ont été détruites. Pour comprendre ce qui est arrivé en 2009, il faut remonter un peu. Pas loin, quelques années seulement avant les événements de Pont-Saint-Esprit. La guerre vient de se terminer. Les États-Unis ont gagné, mais ils ont vu quelque chose pendant ce conflit qui les a profondément perturbés. Les témoignages des soldats capturés par les Japonais, puis les rapports sur les techniques d'interrogatoire soviétiques. L'idée que l'ennemi possédait des méthodes pour briser un homme psychologiquement, pour lui faire dire ou croire n'importe quoi, hantait les services des renseignements américains depuis la fin des années 40. La guerre froide commence, l'URSS développe la bombe, la paranoïa s'installe dans les couloirs de la CIA. Et dans ce contexte, en 1950, la CIA lance un programme dont l'existence sera prouvée, documentée et officiellement reconnue par le gouvernement américain en 1975. Ce programme s'appelle MK-Ultra. MK-Ultra, c'est un ensemble d'expériences, plus de 150 sous-projets distincts, menés sur des êtres humains, souvent sans leur consentement, pour tester des substances capables de modifier la perception, d'effacer les résistances psychologiques, de provoquer des états de suggestibilité extrême. Le LSD en est la drogue vedette, mais aussi des barbituriques, des hallucinogènes de synthèse, de la mescaline, des amphétamines, des dizaines de substances testées sur des soldats à qui on ne dit pas ce qu'on leur administre. Sur des patients psychiatriques, sur des prisonniers, sur des civils, dans des bars, dans des hôtels, où des agents de la CIA leur glissent des substances dans leur verre pour observer les effets. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une théorie, les documents déclassifiés sont accessibles dans les archives nationales américaines. Les auditions du Sénat américain en 1975 et 1977 ont interrogé des témoins directs. Des victimes ont raconté, des agents ont témoigné. Et dans ce programme, il y a un sous-projet qui s'appelle MK Naomi. Il dépend de la division des opérations spéciales de la CIA, une division dont les archives sont parmi les plus secrètes, les moins traçables administrativement. MK Naomi travaille sur un problème spécifique. Est-il possible de disséminer des substances hallucinogènes à grande échelle sur une population civile par des vecteurs alimentaires sans laisser de traces, sans déclencher d'alerte immédiate? Concrètement, est-ce qu'on peut rendre un village fou sans que personne ne comprenne ce qui se passe? En 2009, un Américain nommé Hank Albarelli publie un livre intitulé « A Terrible Mistake ». 10 ans de recherche, plusieurs milliers de documents d'archives, des entretiens avec d'anciens agents et leurs proches. Sa thèse, Pont-Saint-Esprit, le 16 août 1951, a été le site d'un test grandeur nature de la CIA dans le cadre du programme MK Naomi. L'opération avait un nom de code, Projet SPAN. La substance testée, du LSD ou un dérivé intégré à un vecteur alimentaire comestible. Sa source principale, des documents déclassifiés de la CIA qui mentionnent explicitement l'incident de Pont-Saint-Esprit dans des échanges entre agents. Et notamment une conversation entre un agent de la CIA et un scientifique du laboratoire Sandoz à Bâle, le laboratoire suisse où travaillait Albert Hofmann, le chimiste qui avait synthétisé le LSD pour la première fois en 1943 et dont les travaux alimentaient directement les programmes américains. Albarelli cite aussi un nom, celui d'un homme qui, selon lui, était présent à Pont-Saint-Esprit en août 1951. Frank Olson. Frank Olson était biochimiste. Il travaillait à Fort Detrick, le laboratoire de guerre biologique de l'armée américaine. Et il collaborait directement avec la division des opérations spéciales de la CIA. En novembre 1953, 2 ans après les événements de Pont-Saint-Esprit, Frank Olson est à New York avec des collègues de la CIA. Lors d'une réunion, à son insu, selon la version officielle, il ingère du LSD mélangé à son verre. Quelques jours après, à 2h du matin, il tombe par la fenêtre de sa chambre d'hôtel au 13e étage. L'enquête conclut un suicide. Sa famille n'a jamais accepté cette version. Son fils, Eric Olson, passe les décennies suivantes à demander une réouverture du dossier. En 1994, le corps est exhumé et réexaminé. Le médecin légiste trouve des traces au niveau de la tête qui suggéraient un traumatisme avant la chute, pas après. La famille obtient des excuses de la Maison-Blanche et une compensation financière. Mais l'enquête sur les circonstances exactes reste classifiée. Selon Albarelli, Frank Olson était hanté par ce qu'il avait vu ou fait à Pont-Saint-Esprit. Il cherchait à parler et quelqu'un avait décidé qu'il ne parlerait pas. Un journaliste américain affirme que 2 anciens agents de la CIA lui ont confié que les services secrets américains sont à l'origine de l'affaire.
ils auraient pulvérisé par voie aérienne une mixture hallucinogène à base de LSD. Je suis tombé sur un grand nombre de références à Pont-Saint-Esprit, qui étaient citées dans des documents de la CIA, de l'armée américaine et même de la Maison-Blanche. Et après 2 ans d'enquête sur Pont-Saint-Esprit, j'ai découvert que le village avait été la cible d'une expérience américaine. Voilà ce que je peux te dire sur cette thèse, honnêtement, et sans te forcer la main dans un sens ou dans l'autre. Il y a quelque chose dedans qui tient. Le contexte MK-Ultra est réel et documenté. La CIA a testé des substances sur des civils sans leur consentement, pas dans une fiction, dans des archives accessibles au public. La question sur la mort de Frank Olson ne sont pas résolues. Et l'idée que Pont-Saint-Esprit ait pu être un site de test n'est pas absurde sur le principe. Un village rural du sud de la France, assez isolé, avec une population concentrée, une chaîne alimentaire locale et prévisible. Si quelqu'un voulait tester les effets d'une substance sur une communauté entière, ce profil n'est pas sans logique. Mais il y a aussi des problèmes sérieux avec la thèse de la CIA, et les ignorer serait te mentir. Le LSD ne provoque pas les troubles digestifs sévères, les vomissements, les crampes, les coliques, que Gabet avait documenté chez ses patients. Un trip au LSD, aussi intense soit-il, ne commence pas par des maux de ventre pendant 12 heures. C'est un fait scientifique, pas une opinion. Et les documents déclassifiés qui mentionnent Pont-Saint-Esprit, ce sont des demandes d'accès à des fichiers, formulées dans le cadre de la loi sur la liberté de l'information. Ce n'est pas la preuve que les fichiers contenaient ce qu'Alberelli affirme. C'est seulement la preuve que quelqu'un a cherché. L'historien Steve Kaplan, qui a consacré des années à cette affaire et interrogé des dizaines de témoins, qualifie la thèse de la CIA de cliniquement incohérente. Alors voilà où on en est. La CIA menait des expériences sur des civils sans leur consentement. C'est prouvé. La CIA s'intéressait à ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit. C'est dans les archives. Est-ce que la CIA est à l'origine de l'empoisonnement ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et certains chercheurs proposent une troisième lecture. Peut-être que la CIA n'a pas provoqué l'empoisonnement, mais l'a utilisé. Un incident alimentaire réel, peut-être la gène, peut-être le panogène, dont les agents ont observé les effets sur une population réelle et en ont tiré des données pour leur propre programme. Ce scénario-là, personne ne peut le confirmer ni l'infirmer non plus. Parce que les archives qui permettaient de trancher ont été détruites en 1973. Mais il y a une question que la thèse CIA a posée et qui ne demande pas de prouver l'implication américaine pour rester debout. Pourquoi l'enquête française n'a-t-elle jamais abouti ? Pas est-ce que la CIA était là ? Ça, on ne sait pas. Mais pourquoi les autorités françaises n'ont-elles pas cherché jusqu'au bout ? Ça, on peut le documenter. Récapitulons l'enquête française. Août 1951, piste ergot de Seigle, analyse négative, coupable arrêté, libéré. Début 1952, piste à Gênes. Perquisition chez 74 meuniers, pratique illégale documentée, enquête stoppée sous pression professionnelle. 1954, piste panogène, fongicide au mercure, traces sur les sacs, jamais conclusif. 1982, piste mycotoxine, hypothèse académique, aucune suite judiciaire. Chacune de ces pistes a été abandonnée. Pas parce qu'elle était réfutée chimiquement, parce qu'elle menait quelque part de difficile. Et pendant tout ce temps, de 1951 à aujourd'hui, aucune victime n'a jamais été indemnisée. En 1960, 9 ans après les événements, l'INA enregistre des témoignages directs de Spiro Pontin pour ses archives. L'un d'eux est Monsieur Delacqui, représentant de l'association des victimes de Pont-Saint-Esprit. Voilà ce qu'il dit en 1960, 9 ans après les faits. Jamais je n'ai reçu la visite d'un policier. Et aucune des victimes de l'intoxication ne peut prouver aujourd'hui qu'elle a reçu la visite d'un inspecteur de la police. 7 morts, 60 hospitalisations, 250 malades, et pas un policier n'est venu interroger les victimes ? L'association des victimes a envoyé des lettres, elle a demandé des audiences, elle a sollicité des réponses. Elle n'en a jamais reçu. Ce silence n'est pas une négligence administrative. Une catastrophe sanitaire de cette ampleur sur le sol français en temps de paix, ça ne passe pas entre les mailles du filet par accident. Ça demande un certain effort pour ne pas voir. Il y a un autre détail que je veux te donner, parce qu'il dit quelque chose sur comment ce genre d'affaire meurt officiellement sans jamais être close. L'enquête sur la gêne, celle qui avait été stoppée en 1952 sous pression des meuniers, aurait impliqué, si elle était allée jusqu'au bout, un examen de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en farine de la France d'après-guerre. Une chaîne qui fonctionnait en partie sur des arrangements informels, des échanges non déclarés, des pratiques illégales qui n'étaient illégales que depuis peu. Remettre en cause cette chaîne, c'était remettre en cause un système entier à un moment où la France avait besoin que l'alimentation fonctionne, coûte que coûte. La reconstruction du pays passait avant les victimes d'une ville du Gard. Ce n'est pas une justification, c'est une explication du mécanisme par lequel des gens meurent et personne n'en répond. Gabet a continué à exercer à Pont-Saint-Esprit après 1951. Il a soigné les mêmes familles. Il a vu certains de ses patients de la nuit de l'Apocalypse reprendre une vie à peu près normale, avec des cicatrices que la médecine ne pouvait pas mesurer. Il en a vu d'autres qui n'ont jamais complètement retrouvé pied.
Il est mort en laissant un article dans le British Medical Journal qui demande des investigations supplémentaires. Et 75 ans après, ces investigations n'ont pas eu lieu. Voilà ce qu'on a. Un village réel, une nuit réelle, des gens qui ont sauté par les fenêtres, qui se sont jetés dans le Rhône, qui ont étranglé leur mère endormie sans le savoir, des enfants qui voyaient du sang tomber du plafond, et des animaux les attaquaient. Et une enquête qui s'est arrêtée. Pas parce qu'elle manquait de pistes, mais parce que les pistes menaient quelque part où personne ne voulait aller. Je ne vais pas te dire que la CIA a empoisonné Pont-Saint-Esprit, les preuves ne le permettent pas. Je ne vais pas non plus te dire que c'était l'argot de Seigle, parce que les analyses disaient que non. Ce que je peux te dire, c'est ce qui est documenté. En 1952, une enquête sur des pratiques illégales à grande échelle dans la filière meunière a été stoppée, sous pression d'une association professionnelle, avec 7 morts sur la table. La CIA, à la même période, testait des substances hallucinogènes sur des civils dans plusieurs pays. C'est dans les archives officielles du gouvernement américain. Et les documents qui permettaient de savoir exactement ce que la CIA savait de Pont-Saint-Esprit ont été détruits en 1973. Ce qui est vertigineux dans cette affaire, ce n'est pas le mystère de la substance. Ça, c'est une question de chimie et d'archives. Ce qui est vertigineux, c'est que ces deux réalités coexistent sans se contredire. Un État peut laisser mourir une enquête sur ses propres citoyens par calcul économique, par peur des conséquences politiques, parce que la reconstruction d'un pays passe avant la vérité sur 7 morts dans une ville du Gard. Et au même moment, une agence étrangère peut observer ce chaos, le documenter, en tirer des leçons pour ses propres programmes, que ce soit parce qu'elle en est à l'origine, ou simplement parce qu'elle en est spectatrice. Ces deux choses peuvent être vraies, en même temps, et aucune des deux n'est rassurante. Il y a quelque chose que j'ai lu en préparant cette vidéo qui ne m'a pas quitté. C'est aussi dans les archives de l'INA. Un témoignage d'une spiropontaine enregistrée en 1985 pour Antenne 2. Elle dit simplement, en parlant de cette nuit d'août, on était fada. On a commencé à avoir des vomissements, des coliques, et puis après on ne pouvait pas dormir, et puis on se levait, on ne savait pas où on était, enfin, on partait en vélo. Moi je parlais, il y en a qui faisaient l'avion en réaction par les fenêtres, ils se sont tués, et on était fada, c'est le cas de le dire. Elle dit ça 30 ans après, sans colère apparente, juste comme un fait. Et c'est peut-être la chose la plus dérangeante de toute cette affaire. Pas les hallucinations, pas l'enquête enterrée, pas la CIA. Le fait qu'une femme puisse perdre complètement le contrôle de son esprit et de son corps, de sa réalité, et que personne ne soit jamais venu lui expliquer pourquoi. Le pont de Pont-Saint-Esprit est toujours là. Le Rhône coule encore sous les arches du XIVe siècle. Il y a des boulangeries dans la Grande Rue. Les enfants qui voyaient des bêtes sortir des murs ou des flammes dévorer leur lit sont aujourd'hui des vieillards. Ils sont les derniers à se souvenir de cette nuit d'août 1951, quand la ville entière a basculé dans un cauchemar éveillé. Ce qui reste, c'est un dossier judiciaire ouvert depuis 75 ans, et une question simple à laquelle personne n'a jamais répondu officiellement. Qu'est-ce qui a rendu ce village fou cette nuit-là ?